Vous vous éveillez au son de l'épée acier que, on aiguise dans les ténèbres qui précèdent Aube, à la Tour de Londres. Ce 19 mai de l'an de grâce 1536. Le grattement rythmé de la pierre à aiguiser humide contre la lame transperce la brume matinale comme un glas. Chaque passage du métal est délibéré, méthodique, définitif. Vous avez été reine d'Angleterre, et dans moins de 4 heures, cette lame séparera votre tête de vos épaules. Les murs de pierre de votre cellule semblent palpiter au rythme de votre cœur, tandis que vous êtes assise au bord de votre étroit lit. Vos mains tremblent, non de froid, mais sous le poids de la certitude. Dehors, à votre fenêtre, vous entendez les charpentiers qui assemblent à coups de maillet l'échafaud qui servira de scène à votre ultime performance. Chaque impact résonne dans vos os, un compte à rebours vers le néant qui dure depuis des semaines. Vos dames de compagnie se déplacent dans la pièce comme des spectres, le visage pâle et tiré. Elles vous revêtent d'une robe de damas gris sur une chemise blanche, les couleurs du deuil et de la pureté. Vous vous demandez amèrement laquelle des deux vous concerne désormais. L'ironie ne vous échappe pas. C'est Henri lui-même qui a choisi ces couleurs. Même dans la mort, il cherche à contrôler le récit, à vous parer en pécheresse repentie, plutôt qu'en épouse bafouée. Elsaire de la tour porte elle, odeur de la vase du fleuve et de la misère humaine. Mais ce matin, il est teinté d'autre chose. L'odeur métallique de la peur et la senteur douceâtre de encens qui brûle dans la chapelle, où ont pris pour votre âme. Vous percevez le murmure des voix derrière votre porte, le frottement des pieds, le cliquetis des armures alors que les gardes prennent position. La machinerie de la mort est déjà en marche, et vous n'en êtes que la pièce maîtresse de cet horrible ballet, si méticuleusement chorégraphié. Avant de plonger dans ces récits oubliés de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton JM et à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Et merci de me dire en commentaire d'où vous m'écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces récits anciens, depuis différents coins du monde, connectés par-delà le temps et l'espace, par notre curiosité partagée pour le passé. Le cauchemar qui allait se m'achever par en exécution d'Epan. Anne ne commença ni par une accusation de trahison, ni par celle d'adultère, mais par le besoin désespéré d'un héritier mâle qui obsédait Henri VIII, et par sa fascination grandissante pour Jane Seymour. En janvier 1536, Anne fit une nouvelle fausse couche, particulièrement dévastatrice car elle survint le jour même où le roi fut victime d'un grave accident de joute qui le laissa inconscient pendant 2 heures. La symbolique de l'événement n'échappa à personne à la cour. Tandis que le roi frôlait la mort, les espoirs d'Anne de consolider sa position par la maternité s'évanouissaient aussi. L'enfant mort-né était, disait-on, un garçon. Un détail qui allait hanter les derniers mois de la reine. Henri, qui avait rompu avec Rome et déchiré l'Angleterre pour l'épouser, commença à murmurer que leur union était maudite par Dieu. Les mêmes arguments théologiques qu'Hans avait utilisés pour invalider son mariage avec Catherine d'Aragon étaient désormais retournés contre Anne. L'ironie était d'une cruauté exquise. Les justifications mêmes qui l'avaient élevée allaient maintenant la détruire. Mais pour se débarrasser d'Anne, Henri avait besoin de plus qu'un simple mécontentement divin. Il lui fallait des motifs légaux, qui ne remettraient pas en cause son propre jugement, ni la légitimité de leur fille, Élisabeth. Thomas Cromwell, le principal ministre du roi, un homme dont la survie dépendait de sa capacité à anticiper les désirs de son maître, se mit à construire une accusation si élaborée et si accablante qu'elle ne se contenterait pas de détruire Anne, mais anéantirait toute sympathie à son égard. Le premier fil que Cromwell tira fut la relation d'Anne avec le musicien de cour, Mark Smeaton. Smeaton était tout ce qu'Henri n'était pas. Jeune, vif, aux cheveux sombres, doté d'un charme facile qui le rendait populaire auprès des dames de la cour. Le 30 avril 1536, Cromwell fit arrêter Smeaton et le fit conduire dans sa maison de Stepney, où le jeune homme fut soumis à un interrogatoire qui inclut vraisemblablement la torture, bien qu'aucun document officiel n'en détaille les méthodes. Ce que l'on sait, c'est que Smeaton, qui avait d'abord nié toute relation inconvenante avec la reine, sortit de l'interrogatoire de Cromwell prêt à avouer non seulement un adultère avec Anne,
mais aussi des détails précis qui formeraient l'épine dorsale de l'accusation. Le moment et la nature de ses aveux suggèrent un homme brisé par la douleur et la terreur, prêt à dire n'importe quoi pour faire cesser le supplice. Avec la confession de Smeaton en main, Cromwell agit rapidement pour tisser une toile de prétendus conspirateurs. Henry Norris, l'écuyer de la chambre close du roi et l'un de ses plus proches amis, fut arrêté le 1er mai, durant les célébrations du 1er mai au palais de Greenwich. Elle, ironie de arrêter Norris lors de une fête du printemps et du renouveau N, échappa à personne. C'était comme si Cromwell empoisonnait délibérément chaque symbole de joie et de célébration. Norris était aux côtés d'Henry depuis plus de 10 ans, un compagnon de confiance qui avait accès aux moments les plus privés du roi. Son crime présumé n'était pas seulement l'adultère avec la reine, mais une trahison de la pire espèce. La trahison de L, homme qui, elle, avait élevé D, une noblesse mineure à une position de pouvoir et d'influence considérable. Sous l'interrogatoire, Norris maintint son innocence avec une constance qui témoignait soit de sa vertu véritable, soit de sa conscience qu'avoué signait son arrêt de mort. William Brereton suivit Norris à la Tour le 4 mai. Brereton était gentilhomme de la chambre privée du roi, un homme dont les origines galloises et la relative modestie de son rang le rendaient dépendant de la faveur royale pour sa position à la cour. Comme Norris, il fut accusé d'adultère avec la reine, mais Cromwell ajouta une couche supplémentaire au crime présumé de Brereton, un complot pour assassiner le roi afin que Anne puisse épouser, elle, un de ses amants, et régner par elle, intermédiaire de un mari pantin. L'arrestation la plus choquante survint le 5 mai, lorsque Sir Francis Weston, à peine âgé de 25 ans et récemment marié, fut conduit à la Tour. Weston venait une famille riche et N.A. avait nul besoin de tout risquer pour attirer les faveurs de la reine, ce qui rendait son inclusion dans la conspiration particulièrement déroutante pour les observateurs de l'époque. Sa jeunesse et le fait qu'il avait tout pour vivre rendaient sa participation présumée à un complot si dangereux presque invraisemblable. Mais c'est la dernière arrestation qui envoya des ondes de choc à travers la cour et révéla la véritable profondeur de la cruauté Henry. Le 2 mai, George Boleyn, le frère cadet d'Anne et vicomte Rochford, fut arrêté pour inceste avec sa sœur. L'accusation était si monstrueuse, si totalement au-delà des limites du comportement acceptable, même dans la cour des Tudors pourtant moralement flexible, qu'elle servait un objectif précis. Elle faisait d'Anne non plus une simple adultère, mais une créature si dépravée qu'aucun châtiment ne pourrait être trop sévère. George Boleyn était tout ce que sa sœur était, intelligent, cultivé, doté de un esprit vif qui, elle, avait rendu à la fois populaire et dangereux à la cour. Il était aussi profondément loyal envers Anne, une loyauté qu'Henry percevait comme une menace pour sa propre autorité. En accusant George d'inceste, Cromwell ne se contentait pas de détruire le frère d'Anne. Il s'assurait que personne n'oserait prendre